Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Amélie Favreguité qui me donne le sourire. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Cofondatrice de Talent Management et on parle des seniors, leur place dans l'entreprise. Vous êtes déjà assez régulièrement venu nous parler des seniors. C'est quoi les enjeux RH quand on parle des seniors? Parce que le gouvernement en parle, des organisations en parlent, la NDRH en parle et vous en parlez. Tout à fait, on est nombreux à en parler. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de seniors qui sont en poste, qui sont en emploi. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Même si on en a beaucoup qui sont encore à la recherche d'une activité. Mais ceux qui sont en poste dans l'entreprise, il y a quelque chose à faire avec eux plutôt que de les pousser vers la sortie et leur dire merci, maintenant vous nous coûtez trop cher, on préfère recruter des plus jeunes. C'est ce qui se passe en ce moment, Amélie. C'est ce qui se passe en ce moment et ça va aller de pire en pire. On pressent que d'ici la rentrée, il y ait effectivement beaucoup de plans sociaux et beaucoup de licenciements envers les seniors. Alors, pendant que nous parlons des bonnes pratiques ou de la volonté de faire avancer les choses, discrètement, à bas bruit, les entreprises se délestent leurs seniors. Tout à fait. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, parce qu'elles ont toujours dans cette idée que le senior coûte trop cher et que c'est beaucoup mieux d'investir sur des plus jeunes qui galèrent à recruter, mais ils préfèrent recruter des plus jeunes. Donc, mais à côté de ça, on a quand même des entreprises qui ont des bonnes pratiques RH, heureusement, et qui veulent justement militer pour l'emploi des seniors et qui arrivent à redonner du sens, c'est un peu ce que tout le monde recherche aujourd'hui, redonner du sens à l'emploi justement des profils seniors. C'est quoi les bonnes pratiques? Parce que quelles sont les entreprises? Parce que toutes ne sont pas des mauvaises élèves. Qu'est-ce qu'elles font pour peut-être même inspirer une loi bientôt? Qu'est-ce qu'elles font en bonne pratique? La première bonne pratique, c'est le côté intergénérationnel, arriver à les faire travailler ensemble. On voit beaucoup de startups sur leurs photos un peu de classe, ils sont tous très jeunes. Mais à un moment donné, la startup, elle grandit, elle fait des levées de fonds et quand elle devient une scale-up, elle se rend compte que dans ses managers, elle a besoin d'avoir des personnes beaucoup plus expérimentées qui va savoir cadrer, organiser, rassurer les équipes en place. Et donc ces scale-up-là, on a par exemple Ringover qui, elle, dans ses recrutements de managers, veut absolument des personnes expérimentées. Si je prends l'exemple de Live Mentor, qui est un organisme de formation, aujourd'hui ils sont plus de 100 salariés, ils ont du junior et du senior. Ils recrutent des seniors justement pour accompagner les jeunes à être meilleurs sur la partie digitale. Donc ce côté, les seniors ne sont pas digitaux, c'est totalement faux. On a beaucoup qui le sont et qui peuvent justement apporter quelque chose aux générations plus jeunes. J'ai lu une étude PwC, je crois, internationale, qui disait que les seniors se censuraient. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les startups qui ne voulaient pas les prendre, mais c'est que les seniors eux-mêmes se disent « Ah non, mais les startups, ce n'est pas pour moi ». Parce que la communication startup n'est pas tournée vers des profils seniors. Permettre aux seniors de voir ce qui se passe ailleurs, ça c'est aussi une bonne pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les libère entre midi et 2 pour qu'ils se baladent dans le parc? Un peu plus que midi et 2. Non, l'idée c'est de faire un petit peu de mécénat aussi, de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi une crise d'engagement en France envers les associations. Les associations manquent de bénévoles. Ouais, c'est vrai. Et donc, avec le mécénat de compétences, des grands groupes peuvent permettre à leurs collaborateurs de sortir, d'aller rencontrer des associations, d'être utiles, de partager leurs compétences et peut-être même de revenir avec des idées business ou des idées d'innovation. Donc ça peut être intéressant. Et là, on a Engie, par exemple, qui est très friand de ça, notamment pour les profils en fin de parcours. Plutôt que de les laisser dans un placard, ils leur permettent de faire énormément de mécénat de compétences, voire même des fois à temps plein. Donc ça, c'est très utile pour les associations, mais enfin, ce n'est pas forcément utile directement pour Engie, à part pour sa marque employeur. Le côté marque employeur, le côté engagement, ouais. C'est plutôt ça. Il y a aussi l'idée, parce que c'est intéressant, cette idée-là, de former les seniors ou les collaborateurs. Et quand on parle de seniors, on dit ils sont formés, ils ont besoin de rien apprendre, mais c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, dans l'entreprise, à peine 30% des profils seniors ont accès à la formation. Parce que toujours, les budgets formation sont plutôt proposés aux jeunes recrues, ceux qui arrivent, parce que justement, il faut qu'ils soient le plus compétents possible. Donc, plus la personne vieillit, moins elle a accès à la formation. Alors qu'en fait, très souvent, les seniors, ils vont aller se former par eux-mêmes. Et donc, c'est aussi important que le RH dans l'entreprise se pose les questions de comment je peux former mes collaborateurs tout au long de leur croissance dans l'entreprise et se dire, tiens, est-ce que je forme mon collaborateur pour qu'il soit plus performant? Est-ce que je le forme pour qu'il fasse peut-être un autre métier au sein de l'entreprise, donc aussi envisager qu'il change de rôle dans l'entreprise? Ou est-ce que je le forme pour l'aider à partir? Dire à un moment donné, je sais que je ne vais pas pouvoir garder tous mes seniors, ok, mais dans ces cas-là, je l'accompagne. Je l'accompagne dans sa reconversion, je l'accompagne dans sa création d'entreprise ou je l'accompagne dans sa recherche d'emploi. Donc en fait, vous nous dites qu'il peut y avoir aussi une réflexion, même en acceptant l'idée qu'on se sépare d'un senior parce que le groupe doit le faire.
il faut qu'il ait un offboarding intelligent. C'est-à-dire, il ne lui dit pas merci, prenez votre chèque, passez au 5e étage, on fait un pot d'adieu et vous partez. C'est aussi capable d'investir sur un offboarding en disant ok, je veux accompagner mon collaborateur, il m'a donné énormément pendant X années, au moment de son départ, moi aussi je lui fais une petite enveloppe ou un petit cadeau, formation ou autre, et ça c'est ultra important. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais peut-être qu'il n'existe pas finalement, c'est le débat des salaires, parce que ce qu'on a en tête, c'est de se dire le senior, on l'entend. C'est toujours quelque chose que vous entendez sur le terrain? Sur le terrain, moi je vois beaucoup de seniors qui ont quand même baissé leurs prétentions, qui sont prêts à les baisser pour travailler ou pour trouver autre chose. J'en vois beaucoup qui ont été peut-être DAF dans des grands groupes et qui aujourd'hui ont envie d'aller dans des startups ou des scale-up et qui sont prêts des fois à diviser par 2 leur rémunération, tout simplement pour vivre autre chose et pour avoir toujours du plaisir à travailler. Mais juste un mot, parce qu'on a eu le débat, vous avez entendu juste avant sur les retraites, 64, 65, l'idée de travailler plus longtemps. Ils le veulent les seniors ou pas? Parce qu'en fait, on n'arrive jamais à savoir. Et eux, ils veulent bosser en fait à un moment donné. Non mais je vous pose la question, ils veulent bosser ou pas? Ils veulent bosser, ils veulent surtout avoir une retraite à taux plein et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc plutôt que d'envisager la retraite en fonction de l'âge, on devrait l'envisager en fonction d'annuité tout simplement. C'est-à-dire qu'on prend sa retraite quand on en a envie. Et vous, dont la voix porte sur les réseaux sociaux, est-ce que vous dites qu'il faudrait une loi, c'est-à-dire quelque chose d'incitatif? On a fait un index Pénicaud sur l'égalité femmes-hommes. Pourquoi pas imaginer des outils qui soient des index aussi de la place des seniors? Enfin, vous y croyez ou vous dites, après tout, c'est vraiment à l'entreprise de se prendre en main là-dessus? En théorie, c'est à l'entreprise de se prendre en main. Ouais. Mais ça peut être bien de l'accompagner par la main. Par la main, et peut-être même par un texte de loi. On peut les pousser un petit peu, ça peut être incitatif. Mais c'est quoi? C'est à double cliquet? Parce que je pense que si une loi donne des index, l'entreprise n'a pas le choix que de s'y plier. Soit, je pense qu'il faut passer par une phase une discrimination. Un peu transitoire. C'est permettre pendant un laps de temps à une entreprise de faire un effort. On est d'accord. Et si c'est pas fait, à un moment donné, le couperet peut tomber. Parce que je pense que l'accès des seniors au maintien de l'emploi, c'est une des discriminations. C'est une des premières discriminations. La première discrimination, c'est la discrimination par l'âge. Par l'âge. Avant même, soit junior ou senior. Avant même le débat égalité femmes-hommes, on est d'accord. Merci Amélie Fabriguité de nous avoir rendu visite, passionnant. Peut-être que vous reviendrez nous en parler ou ferez des tribunes sur Internet. Cofondatrice de Talent Management, entre autres. Merci à vous, à très 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 bientôt. Bonnes vacances, parce qu'on ne se reverra peut-être pas d'ici là, avant le 22 juillet. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Saïd au son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, bien entendu. Merci à vous pour tous vos messages et votre fidélité. Je vous retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, passez un agréable week-end, bien sûr. Bye bye.